Bonjour, bienvenue. Donc moi je suis Elodie, je suis chef de projet chez Mountain Riders. Donc je vais vous présenter l'association et je suis chef de projet plus particulièrement pour le projet Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030. Donc c'est la raison de cette petite heure avec vous. L'idée c'était, je voulais savoir qui connaissait juste l'assaut. Enfin là on va peut-être pas faire un lever debout, mais est-ce que de nom vous connaissez Mountain Riders? Ouais. Et la charte, vous aviez déjà entendu parler de la charte, donc les ors oui. Vous aussi? Ok, trop bien. Et bah, vu qu'on n'est pas nombreux, vous pouvez me dire d'où vous venez? Enfin, de quelle structure vous appartenez, quitte à faire? TSL, ouais, ok, trop bien. Par USC, Union Sport et Cycle, ou vous aviez eu des infos de la charte ou... Le guide, ouais. Ok. Ok, super. Et donc, Station des Ors, voilà, qui représente. Okay. Et l'Umiplan aussi, c'est ce qui me semble. Ok. Donc brièvement, alors je vais passer assez vite sur l'ASSO. L'ASSO, donc on est une association qui va avoir 25 ans l'année prochaine, de sensibilisation et l'éducation donc à la transition écologique en montagne. On est basé à Chambéry, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on a une même nouvelle raison d'être. On aime bien la mettre en avant. Elle est toute fraîche. Notre asso a repensé un petit peu sa stratégie pour d'ici 2030. Et donc je vais vous la lire parce que je la connais pas encore par cœur. Nous cultivons la joie et le faire ensemble pour accompagner la mise en mouvement des territoires de montagne à la transition et au service du vivant. C'est important pour nous de mettre en avant, tous ces mots ont du sens en fait, parce que dans notre accompagnement, on mettra toujours l'humain au milieu et vraiment utiliser la montagne comme outil de sensibilisation également, et toujours la joie, parce que on sait que ça peut être des sujets, l'écologie, qui peuvent être anxiogènes, et nous, on veut toujours utiliser le spectre de la joie pour amener du mouvement et du changement. Et notre sensibilisation sera toujours sans moraliser. Travailler avec tous et faire d'une démarche plutôt positive autour d'alternatives très concrètes. On a 3 projets, donc Montagne Zéro Déchet. Après, on a le projet Flocon Vert. À 15h, vous aurez la présentation de Flocon Vert. Donc, je vous invite à venir. Vous aurez Colline, la responsable du projet Flocon Vert, qui va présenter, donc, qui est un label, qui est une démarche d'amélioration continue, une démarche de changement, qui structure en fait la transition d'une destination de montagne. Donc, transition écologique, bien sûr, mais aussi de manière systémique, donc incluant plein de facteurs. Et nous avons après donc le projet éducation et formation qui est assez transversal, et pour nous c'est réussir à accompagner via le dehors, comme je disais, utiliser la montagne comme outil de sensibilisation pour fédérer, pour collectivement trouver des alternatives individuelles mais aussi collectives. Donc le petit focus montagne. Bonjour. Montagne Zéro Déchet, donc le projet pour lequel moi je travaille. Je vous fais un micro-bilan de l'année 2024, sachant que vous l'avez ici et vous l'avez en téléchargeable sur notre site avec toutes les actions qu'on a mis en place. Mais je vous mets 2-3 petits chiffres clés. L'année dernière, donc sur notre grosse action qui est la campagne de ramassage de Mountain Riders annuelle, on coordonne 82 ramassages avec caractérisation. On met en avant le côté caractérisation parce que c'est le diagnostic de la pollution qu'on ramasse. Donc c'est important aujourd'hui de ne plus faire que du nettoyage et de la dépollution, mais bien comprendre ce qu'on ramasse pour derrière mettre des plans d'action en marche. Ça représente donc 18 tonnes de ramassés, et là où on est assez fiers, c'est que l'enjeu pour nous sur les ramassages qu'on coordonne, c'est de les coordonner, mais pas d'être présents nous et pas d'animer obligatoirement les ramassages, mais que les destinations ou les acteurs, les organisateurs de ramassage aient les compétences et l'envie de bien caractériser derrière, de bien faire des bilans, et pour ensuite se servir de ces résultats pour faire des plans d'action de réduction à la source. Et on a à peu près plus de 50% aujourd'hui des ramassages faits en autonomie où il y a bien de la caractérisation. 18 tonnes donc ramassées, ça représente en extrapolation à peu près 142 tonnes. On fait toujours un petit calcul d'extrapolation parce que 18 tonnes, ça représente que 82 ramassages, que 20% de domaines skiables ramassés. Donc on prend en fait, on s'amuse à faire une petite extrapolation. Si toutes les stations étaient ramassées, l'entièreté du domaine skiable, et on prend bien en compte les différences de taille de stations, et ça représenterait 142. Donc ça nous permet aussi d'avoir quand même une ordre de grandeur, ce qui est à la fois beaucoup et à la fois très très peu par rapport à ce qu'on peut retrouver sur les plages. Donc ça nous permet aussi d'être encourageant en disant que si nous on arrive à réduire là, vu que nous en plus on est en haut du cycle de l'eau, personne nous en remet dessus, donc on peut vraiment... C'est pour ça notre objectif Montagne Zéro Déchet en 2030, pour nous il est ambitieux, mais il est surtout réaliste en fait.
Petit détail juste sur les proportions, donc on ramasse principalement du plastique. Ça c'est un graphe en kilos, enfin les proportions au niveau du poids de ce qui est ramassé. Mais après on voit que c'est le métal et le bois. Donc certes c'est lourd, donc ça prend une part dans le poids. Mais par contre on se doute bien que c'est pas les touristes qui ont du bois ou du métal dans les poches. Donc ça met en avant les caractérisations que vous avez. Vous, acteurs économiques, enfin vous, nous, acteurs économiques, acteurs professionnels de la montagne, sommes aussi complètement concernés et donc doivent s'engager dans la réduction des déchets à la source. On a là le top 3 par exemple des déchets liés à l'activité professionnelle l'année dernière. On ramasse des résidus de feux d'artifice, donc l'activité plutôt événementielle d'une destination, les chantiers qui aujourd'hui fait partie globalement des plus gros déchets qu'on ramasse, et les jalons de piste, donc l'exploitation des pistes. Donc vraiment on voit bien que tous les métiers professionnels de la montagne sont concernés. Et après, donc la pratique du grand public avec les mégots qui sera toujours, par contre, depuis des années top 10, dans le top 10 en tout cas, est toujours numéro 1 sur les déchets ramassés malheureusement, l'emballage alimentaire et les fragments de plastique. Donc encore, je vous dis, vous avez vraiment le détail, le top 10 et tout sur nos bilans. La charte, parce que c'était pour là aujourd'hui qu'on est là. La charte montagne zéro déchet sauvage en 2030. C'est une charte qui vise à réduire, en fait, à engager et surtout à réduire concrètement les déchets sauvages ramassés en montagne. Avec donc 3 priorités, la réduction, la sensibilisation et toujours la collecte et l'analyse. Pour nous, la charte, elle a été pensée pour que l'objectif, on va dire, associatif qu'on porte depuis plus de 25 ans soit aujourd'hui porté nationalement et qu'on s'engage concrètement, acteurs professionnels de la montagne, sur ce sujet. Donc aujourd'hui, des collectivités locales peuvent signer, des acteurs économiques, des filières nationales, des institutions nationales. Cette charte, par contre, on ne l'a pas pensée individuellement. On est surtout parti de l'idée que, comme je vous disais tout à l'heure, on est en haut du cycle de l'eau. Donc, en fait, c'est faisable. Si on réduit, ça nous permet, nous, de réduire notre impact sur la biodiversité. Mais surtout, on est en haut, on arrête le robinet, quoi, parce que nous, on est tout en haut. Et il n'y a rien qui revient par-dessus au niveau des déchets macro, en tout cas, de la pollution sauvage. Et après, donc, on a vraiment voulu qu'elle soit portée nationale parce on constate bien que la montagne, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Il y a des fédérations, il y a des syndicats, il y a des institutions qui portent les filières des métiers de la montagne. Ça peut aller très vite, donc on était convaincus qu'une charte concrète pouvait faire évoluer vraiment les choses assez rapidement. Pour ça, donc il y a 3 ans maintenant, on a mis autour de la table des têtes de réseau et parties prenantes qui ont co-signé et co-écrit avec nous la charte. Donc là, vous voyez aujourd'hui toutes les parties prenantes qui font partie donc, de la charte, avec qui on a co-construit le projet, la stratégie et surtout le futur déploiement. Les parties prenantes nous permettent, et on en parlera aujourd'hui avec Jean, la diffusion, l'animation auprès des adhérents en fait, des différentes structures des parties prenantes. Et aussi, clairement, elles connaissent parfaitement leur métier, de leur filière, et ils nous ont permis d'écrire des plans d'action de réduction à la source en lien parfaitement et qu'on ait quelque chose de spécialisé en fonction de chacune des filières. Je vais vous mettre la petite vidéo. On a monté une vidéo qui peut être orientée professionnelle, mais aussi grand public. Quand vous êtes engagé, vous pouvez la mettre sur vos réseaux en disant, voilà, en signant la charte, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ça.
Voilà, donc l'objectif pour nous de cette vidéo, c'était de pouvoir comprendre en 1 minute, en gros, qu'est-ce que la charte et la rendre un petit peu plus concrète. Pour approfondir vraiment, donc, les têtes de réseau, parties prenantes, comme je vous disais, on a coécrit avec eux, ils nous ont permis d'avoir ces plans d'action. Mais aujourd'hui, au centre, c'est clairement les acteurs terrain qu'on a envie aujourd'hui d'embarquer un maximum pour qu'ils soient signataires au sein de leur structure. La charte, elle a été pensée pour qu'elle soit assez simple. On est sur une signature de charte. Un plan d'action, par contre, c'est pas juste une signature, il faut absolument qu'il y ait un plan d'action dédié à la filière, donc il y a la structure qui signe, et un référent. Mais on ne sera pas sur une certification avec il faut cocher. Enfin voilà, vous avez des actions et des critères à respecter. Elle est vraiment libre, le plan d'action. Nous, on vous donne des plans d'action pour vous inspirer, mais vous pouvez formaliser ce que vous faites déjà, expérimenter des projets. Donc voilà, elle a un côté quand même assez concrète et surtout, elle se veut être complètement personnalisable. Et nous, bien sûr, Mountain Riders, on est on va dire ceux qui vont fédérer les parties prenantes et on va dire la partie assurer le suivi de la trajectoire. Et par contre, on accompagne 100% des structures qui veulent signer sur les territoires, que ce soit territoire ou que ce soit entreprise. Et donc, une charte égale obligatoirement un plan d'action. C'était essentiel pour nous que la charte soit pas juste une signature sur un bout de papier, mais qu'il y ait vraiment des actions concrètes derrière. Donc, on signe et on y adosse le plan d'action. Comme je vous disais, il y a 11 plans d'action aujourd'hui qui sont déjà écrits, qui sont donc des plans d'action pour s'inspirer en fonction de 11 aujourd'hui filières professionnelles donc de la montagne que vous avez là. On est en projet encore avec, d'ailleurs il est sorti donc avec la FFS, on a un nouveau là qui arrive avec les guides de haute montagne et avec les refuges. Donc l'idée c'est vraiment qu'à terme on ait vraiment quasiment tous les métiers de la montagne qui ont un plan d'action pour initier une réduction à la source. Et ces plans d'action sont complètement libres d'accès et téléchargeables sur notre plateforme. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai fait super vite pensant qu'on n'allait pas avoir le temps. Mais l'idée, c'était que je fasse surtout parler aujourd'hui donc des acteurs économiques et professionnels de la montagne, et nationale et locale, qui sont là, donc que je vais inviter à me rejoindre. Je pense, on n'est pas nombreux, mais bon, ça sera plus sympa quand même. Tac. Et moi, je vais me décaler complètement. Et après, on aura le temps aussi de faire un tour de salle si vous avez des questions à leur poser. Je vais commencer par toi, Jean. On se tutoie, alors on continue à se tutoyer là. Jean Regaldo, donc tu représentes aujourd'hui le syndicat DSF, donc Domaine Skiable de France. Donc ça sera plutôt avec cette casquette-là aujourd'hui que tu es sur cette table ronde. Mais tu es aussi directeur donc, du Domaine Skiable de La Rosière. Donc on a travaillé... enfin en tout cas avec DSF, il y a déjà 3 ans pour l'écriture de cette charte. L'idée, c'est comment aujourd'hui comment s'est traduit l'engagement, comment se traduit aujourd'hui l'engagement de DSF sur l'accompagnement donc de vos adhérents et votre structure sur le sujet montagne zéro déchet. Merci beaucoup Elodie. Oui, donc Jean Regaldo, oui, je suis président de la commission environnement de DSF. Alors depuis le congrès du mois d'octobre, dans l'équipe d'Anne Marty qui a pris la présidence de DSF. Donc j'étais pas au tout début des travaux de rédaction de la charte aux côtés de Mountain Rider, mais les équipes de DSF, oui, notamment Charlotte Gros qui est responsable de tous les sujets chargés d'affaires sur tous les sujets liés à l'environnement notamment. Donc le gros avantage de Montagne Zéro Déchet, ce qui est bien, c'est que ça permet un peu de fixer un cadre à des choses qui se faisaient déjà, mais qui manquaient peut-être de structuration, de quantification, d'analyse un peu plus scientifique. Donc les ramassages sur les domaines skiables, ils ont toujours existé. Plus ou moins. Alors il y en a peut-être qui n'en faisaient pas du tout, mais ils existaient. Ils étaient organisés déjà avec vous, Mountain Rider, pour certains, mais pas tous. Derrière, il y a eu les éco-engagements. Donc en 2020, DSF a signé des éco-engagements qui s'imposent à tous les domaines skiables de France. Et dans le cadre de ces 16 éco-engagements, il y avait un volet gestion des déchets, donc d'organiser un ramassage.
Et après, donc, est venue Montagne Zéro Déchet, la rédaction déjà de la charte et du plan d'action surtout, puisque comme tu le disais, ce qui est important, c'est plus le plan d'action que signer la charte. Et donc le plan d'action domaine skiable sur la gestion des déchets. Donc maintenant, on a un cadre bien précis. Donc le but, c'est de faire en sorte que tous les adhérents DSF, en tout cas le maximum, s'engagent sur ce plan d'action. Aujourd'hui, on doit être une grosse vingtaine, si je dis pas de bêtises, de domaines skiables engagés. On a aussi un travail souvent le domaine skiable peut être engagé, mais c'est la station ou la mairie ou l'office du tourisme qui s'est engagé, mais pas forcément le domaine skiable. Donc nous, on travaille à ce que en réseau, tous nos adhérents aient bien connaissance de l'action, même si le sujet ramassage est plutôt géré localement ou par une office ou par l'école de ski. Donc on s'attache à ce que l'adhérent ait bien connaissance de l'existence d'un plan d'action domaine skiable et s'y engage. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Mais voilà un peu comment on structure tout ça. Et donc voilà, nous on informe régulièrement nos adhérents du plan d'action. On travaille aussi à ce plan d'action, il a déjà fait l'objet d'une version améliorée. Voilà, donc on avait un premier plan d'action et puis on s'est rendu compte après discussion avec les constructeurs, avec le cluster montagne, qu'on n'avait pas bien traité le sujet déchets de chantier au niveau du plan d'action domaine skiable. On avait vraiment géré l'exploitation du domaine skiable, mais pas la partie déchets de nos chantiers. Donc on a étoffé notre plan d'un volet chantier qui soit en concordance et en harmonie avec les plans d'action bureau d'études et les plans d'action constructeurs aménageurs. Voilà. La charte, c'est vraiment ça, c'est aussi de créer un réseau et de pouvoir faire des groupes de travail. Et on a donc travaillé beaucoup sur l'année 2024 et début 2025 sur le sujet des déchets de chantier. Donc mettre autour de la table aménageurs, bureaux d'études. Donc on l'a beaucoup porté avec le cluster montagne. On a le BTP, le syndicat de BTP 73 et 74 qui ont signé la charte. Et en fait, en la signant, l'engagement, c'est de pouvoir nous permettre de comprendre comment fonctionne aujourd'hui un appel d'offres d'un gros chantier de remontée mécanique ou non, mais là, ce qui nous a permis aussi, en tout cas dans ce groupe-là, de mettre en avant la partie plutôt liée aux remontées mécaniques et donc d'y incorporer des actions concrètes de réduction. Et en plus, d'avoir aussi des expérimentations. Je ne crois pas plus tard qu'hier, vu votre annonce, parce que donc on cherche des chantiers expérimentaux, petites stations, mais aussi grosses stations, pour pouvoir vraiment tester nos plans d'action et voir le résultat derrière. Et c'est aussi grâce à DSF pour pouvoir diffuser l'information et recruter aujourd'hui des chantiers qui puissent être exemplaires, en tout cas travailler l'exemplarité sur un chantier. Merci. Ouais, on va faire passer le micro. Trop bien. Donc, Jean-Pierre Rougeau, aujourd'hui représentant donc, de la NMSM, vous êtes secrétaire donc, du syndicat et vous êtes aussi donc, maire donc, de Valloires, mais aujourd'hui pareil plutôt avec la casquette ANMSM, donc le syndicat des maires de stations de montagne. Donc pareil, signataire de la charte depuis le début. Moi ma question c'était plus... quel est l'enjeu, à votre avis, pour vous, que les institutions, les structures, les syndicats s'engagent dans la charte pour derrière réussir à embarquer l'entièreté des destinations de montagne ? Bien, bonjour à tous, merci. Effectivement, on est dans un problème qui est extrêmement simple, en définitive. Simple à poser, pas simple à résoudre. En tant que représentant des maires de station, vous savez que les maires de station, deux communes porteuses de station, puisque la station n'existe pas, n'a pas de qualification juridique, on est maire de la commune qui porte la station. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, ce soit tout le village qui soit propre quand on reçoit des invités. C'est un peu comme chez vous, vous recevez des invités, vous faites au maximum ce qu'il faut pour que tout soit propre, tout paraisse bien. Et vous n'êtes pas très satisfait, par exemple, quand les enfants de ces invités, ils salissent votre territoire personnel. Et fatalement, c'est ce qui se passe chez nous. Et on a tout intérêt, si vous voulez, à ce que les invités qui viennent chez nous, qui sont nos clients et qui nous font vivre, arrivent dans des endroits qui sont bien entretenus. Alors, c'est extrêmement difficile parce que nous, on a un peu ça dans l'ADN, dans notre ADN. Mais là, on s'attaque à un problème
un problème de civisme. Et ça, c'est très, très, très difficile de gérer ça. Moi, je vais vous raconter une anecdote de ce que j'ai fait sur mon territoire avec les déjections canines. Je recevais des mails et des mails et des mails par dizaines de gens qui disaient « Mais qu'est-ce que vous faites pour les déjections canines ?» Moi, je sais, on n'est pas comme à Paris où il y a des motos spéciales pour les ramasser. Hein. C'est pas simple. Donc, on a fait imprimer des bâches. J'ai fait imprimer des bâches où on voit quelqu'un qui fait de la gymnastique, qui faisait du yoga. Et c'était simplement de dire avec votre chien, donc vous vous promenez, arrêtez-vous, détendez-vous, baissez-vous, allongez les bras, ramassez ce que vous avez à ramasser. Et on faisait on a fait des bandes comme ça humoristiques qu'on a mis un peu partout dans le village. C'est quelque chose qui a un peu porté. Ça a un peu porté. Mais sinon, si vous voulez véritablement comment convertir les gens à ne pas jeter leurs mégots de cigarettes, ne pas jeter leur papier, c'est très très difficile. Et je pense que la seule façon qu'on puisse y arriver petit à petit, c'est en passant par les enfants. Les enfants sont très sensibles à tout ça. J'ai l'exemple, peut-être vous ne vous rappelez pas, de la ceinture de sécurité. Vous savez que les ceintures de sécurité, j'ai fait partie des générations qu'on n'avait pas, je ne savais même pas que ça existait. Quand ça existait, on a été réfractaire à la porter. Et puis, on s'est aperçu que les familles, quand la voiture démarrait, les enfants derrière disaient « Mais dis donc papa, maman, mais vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité comme on a vu à la télé. » Et franchement, vous pouvez faire l'expérience autour de vous. C'est quelque chose qui a beaucoup marché. Et d'ailleurs, on le voit bien, les publicitaires, quand ils veulent faire passer un message dans les familles, ils s'adressent aux enfants. Donc, je crois que c'est une piste qu'il faut vraiment qu'on essaye de développer, mais il faudrait qu'on le fasse d'une façon globale. Voilà, donc il y a une belle tâche pour Mountain Rider pour faire ça. Parce que véritablement, c'est un problème qui nous préoccupe. Nous, ça fait partie du développement durable. Le développement durable à l'NMSM, on a commencé en 2007-2008, je crois. Puis ensuite, on a eu le bonheur de trouver Mountain Rider pour travailler avec cette association. Et maintenant, ça permet effectivement de mieux structurer les actions et d'être plus efficace. Mais c'est un sujet, évidemment, très prégnant pour l'attrait de nos montagnes. En tout cas, dans vos propos, vous mettez beaucoup en avant la sensibilisation et c'est aujourd'hui dans nos 3 priorités clairement de la charte, c'est ça. Vous avez vraiment un pilier sensibilisation où on accentue des actions de sensibilisation grand public. Donc ça peut être sur de l'événementiel, pendant les ramassages, ça peut être aussi les locaux. Donc on met beaucoup en avant aussi la sensibilisation qu'on peut faire avec les écoles de ski, avec les clubs de ski, donc pour le public assez jeune. Mais on met aussi beaucoup en avant la sensibilisation du professionnel, parce qu'aujourd'hui, les salariés, les saisonniers d'une destination de montagne sont clairement acteurs aussi de par leur bon exemple, bonne pratique. Et parfois, il y a des personnes qui ne montrent pas le bon exemple. Donc c'est ultra important aussi pour les structures qui s'engagent d'avoir une formation et de la sensibilisation interne aux salariés. Donc on met vraiment en avant les 3 au niveau de la sensibilisation qui seront essentielles pour nous dans le plan d'action de réduction. On ne peut pas juste mettre des actions concrètes qui enlèvent à la source parce qu'on sait que ce n'est pas toujours possible, mais ça va être comment on va réussir à embarquer et sensibiliser tout le monde. Merci. Et pour terminer, donc Yann, à chaque fois j'ai peur d'écorcher votre nom, donc Pfister. Vous êtes directeur général de Lumiplan. Si vous voulez expliquer pour ceux qui ne connaissent pas votre structure, votre entreprise, vous tenez un stand également aujourd'hui. Et vous êtes très jeune, fraîchement signataire depuis 2 mois de la charte au nom de votre structure. Exactement. Donc merci pour l'introduction. Donc Lumiplan, on est expert en solutions de communication pour les territoires touristiques de montagne. Ça fait 50 ans qu'on travaille dans les stations de montagne. On a fait les premiers plans de piste qui informaient les skieurs sur l'état d'ouverture des remontées mécaniques. Et puis depuis, on s'est pas mal développé, on a évolué avec les technologies et aujourd'hui, on conçoit, on développe, on fabrique et on installe tout un tas de solutions de communication, que ce soit les applications mobiles, les écrans dans des situations de mobilité dans les transports publics. Et bien entendu, on reste un acteur très très présent en montagne et sur le domaine skiable. Il faut savoir que
peu de gens le savent, mais Lumiplan en informe environ 20 millions de Français par jour. Alors comment ça s'explique ? Ça s'explique parce que ça fait 50 ans qu'on fait ce métier, on était les premiers à le faire, donc on a l'historique finalement du développement de la société qui est là-dedans. Et puis aussi par le fait que on essaye d'être innovant et de fournir des solutions fiables, donc à un moment donné on est aussi choisi. Ce qu'il faut retenir, c'est que en montagne c'est 1500 panneaux à peu près, je pense 1200 en France. Et donc on a un rôle à jouer qui est assez évident sur le sujet de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de médias qu'on a mis à disposition des territoires. Et donc nous on pense qu'on peut trouver des solutions, des outils pour faciliter la diffusion d'informations sur ces médias. Donc on est en train de travailler à une banque de ressources qu'on va co-créer avec Mountain Riders. Et l'idée, c'est de le mettre à disposition directement dans le logiciel qui sert à piloter les médias pour faciliter en fait la diffusion de cette information. Et en gardant aussi notre savoir-faire qui est comment on fait pour communiquer sur un média numérique avec un message qui est impactant. C'est pas les mêmes règles que du print. Il faut trouver les astuces, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit dynamique. Vous parliez avant des messages humoristiques, c'est des choses qu'on a pas mal pratiquées, on a fait des enquêtes et c'est vrai que c'est bien reçu parce que dans un cadre touristique, les gens ils sont dans cet esprit-là, mais les enquêtes elles disent plutôt que les gens ils retiennent plus l'humour, la blague que le fond. Et donc c'est tout un tas de c'est ce genre de problématique qu'il va falloir qu'on arrive à trouver et comment on peut le mettre en œuvre. Et c'est des choses qui marchent, on l'a mis en œuvre notamment pour les JO de Paris avec un partenariat qu'on a fait avec la police nationale. Ils ont développé une application qui s'appelait Ma Sécurité pour rendre facilement accessible le signalement, etc. lorsqu'il y avait des problèmes. Et donc on a fait un partenariat avec eux et puis on a déployé ça, on a fait toute une campagne de com auprès de nos clients et on leur a dit il y a ça qui est à disposition, servez-vous-en pendant les JO, etc. Et plus récemment on l'a fait avec Gestes Propres aussi sur le sujet des déchets en ville et sur les stations balnéaires. Donc pour nous c'était un peu quand on s'est rencontrés une continuité un peu logique de ce qu'on faisait déjà. Et donc ça c'est une action concrète qu'on est en train de mener, qu'on est en train de mettre en œuvre et qui sera en complément de la signature de la charte aménageur qu'on suivra bien entendu avec notre propre plan d'action puisqu'on est un aménageur, donc on a aussi des chantiers mais dans une échelle bien sûr bien moindre quand on installe un panneau qu'une remontée mécanique. Et j'avais encore deux autres choses. La deuxième chose c'est qu'on édite des solutions et on a un rôle à jouer sur la numérisation des supports papier. Donc on a été un des premiers acteurs à développer des solutions de plans interactifs du domaine skiable. Et vous savez, c'est ce grand plan papier A3 que tout le monde a dans les mains. Et il faut se casser la tête pour trouver la solution pour le rendre lisible sur un téléphone qui fait 13 cm. Donc ça fait plus de 15 ans qu'on se casse la tête là-dessus. Et on vient de présenter là lors du salon notre 4e ou 5e version de ce plan interactif et je pense qu'on a enfin une solution qui permet d'envisager la possibilité d'arrêter d'imprimer ce plan papier ou du moins envisager l'hypothèse sous couvert que les gens l'acceptent. Donc ça, il faudra trouver la manière de le faire auprès du grand public. Ça pourra participer aussi à réduire à une certaine échelle les déchets papier qu'on peut retrouver aussi sur le domaine skiable. Et enfin, de manière plus macro, c'est un peu dans notre ADN historique. Nous, on est le premier intégrateur de LED en France. Donc c'est un vrai savoir-faire qu'on a sur les écrans numériques outdoor. On a 70 ingénieurs dans le groupe et on a toujours pris le parti d'essayer de faire les solutions les plus durables. 80% de l'impact carbone dans notre secteur d'activité, c'est la fabrication. Donc en fait, l'enjeu, c'est pas... alors bien sûr, on a des solutions qui ne consomment pas, on essaye de faire les choses qui consomment le moins possible à l'usage. Mais le vrai sujet, c'est comment on fait qu'un panneau, il va durer 2, 3, 4 ans, 5 ans de plus pour éviter... finalement qu'on ait à le changer plus souvent et c'est là où en fait vraiment on a un impact carbone qui va être négatif et donc c'est une prise de parti forte qu'on a chez nous, c'est que dans nos choix techniques on essaye de maximiser ça. Voilà.
Merci beaucoup. Juste pour compléter la partie communication de campagne, un peu publicité, enfin de sensibilisation. Donc Mountain Riders, sur cette saison, donc 2024-2025, on a lancé une campagne grand public, donc qui met en avant plutôt valoriser le bon comportement. Donc avec une petite touche d'humour, mais ce qui est mis en avant, c'est vraiment le bon comportement et pas le mauvais. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est on le sait, pour qu'une communication prenne, il faudrait qu'elle soit répétée sur l'entièreté du parcours client, par exemple d'un usager ou de station de montagne. Et donc vraiment l'enjeu pour nous aussi de la charte, c'est d'embarquer différentes structures, donc de l'hébergeur qui va valider la semaine de vacances jusqu'à le loueur, jusqu'à sur le domaine skiable, jusqu'à dans son restaurant d'altitude. Enfin, vraiment qu'on voit sur l'entièreté du parcours client, de l'exploitation, de la vie en montagne, qu'on puisse avoir ces communications qui se répètent. Donc nous, on a une petite campagne sans prétention qui peuvent être relayées vraiment sans souci, mais il y a aussi la possibilité, et j'ai beaucoup de destinations qui travaillent un plan de communication là, pour la saison prochaine, où l'idée c'est de s'approprier un peu ces idées-là, mais aux couleurs de la station, voilà, pour garder l'ADN aussi clairement de la destination. Mais si on peut prendre l'exemple, la Rosière, vous avez par exemple pris le parti de faire une affiche, je crois, la partie mégot. Donc le slogan c'est garde ton mégot amigo, qui est mis sur des énormes bâches en entrée de remontée mécanique. Tu as eu un retour par exemple sur ça Oui, effectivement. En fait, c'est ce que tu dis. Ce qui est important, c'est il faut qu'on travaille ensemble en fait. Et tout l'avantage de ces chartes par métier, c'est effectivement qu'au sein d'une station, on arrive à impliquer tous les acteurs. Et en fait, pourquoi on a choisi de communiquer sur les mégots? Parce qu'il y avait déjà des actions faites par d'autres dans la station sur les mégots. Et c'est vrai que c'est important que le même message passe auprès de chacun acteur. Effectivement, si l'école de ski a déjà mis en place un collecteur de mégots à l'entrée de ses bureaux, que la mairie a fait la même chose, il est cohérent que le domaine skiable aussi travaille le sujet. Et voilà, c'est vraiment ce qui est important. Et la grosse valeur ajoutée de Montagne Zéro Déchet, c'est justement d'emmener tout cet écosystème et où en plus, voilà, chaque acteur du monde de la montagne va pouvoir travailler de concert en choisissant une thématique ou une manière de communiquer. Donc voilà. Cette charte, elle peut être signée vraiment individuellement par structure, comme elle peut être signée collectivement. Et par contre, dans chaque plan d'action, il y a des basiques qui reviennent pour tout le monde. Ce que disait Jean, c'est que vraiment la sensibilisation grand public est pour tout le monde. Et il y a le lien, en tout cas, sur notre campagne. Et après, on incite, vu qu'on accompagne vraiment individuellement, on incite, si cette communication n'est pas validée par la destination, de travailler collectivement le même message, etc., etc. Mais l'enjeu, vraiment, de côté... Pour nous, la charte, c'est le côté vraiment réseau et collectif. Pour d'une seule voix, on porte les mêmes messages pour que ça puisse être beaucoup plus fort. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure, est-ce que si vous aviez une ambition, ou en tout cas, qu'est-ce que vous souhaitez pour le projet Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030 qui arrive bientôt là? Merci. Alors, un vœu pieux. Hein, s'il y avait une fée qui pouvait arriver et qui, d'un coup de baguette magique, arrivait à convaincre nos concitoyens qu'il faudrait faire preuve de civisme, c'est ça qui est très important. Mais vous avez raison de dire qu'il faut véritablement, et excusez-moi d'employer ce mot-là, mais rabâcher au travers d'une voix unique tout ce qu'on vient de dire là, tout ce que vous avez évoqué. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez interdit de fumer sur les domaines skiables. Alors, je crois qu'il y a un domaine qui a interdit de fumer. Alors, là, franchement, voyez-vous, c'est presque un peu dommage quand même. Parce que moi, je vais vous dire, je pars d'un principe tout simple, c'est que je trouve à l'heure actuelle, mais là, je suis un peu hors sujet, je trouve qu'on a des remontées mécaniques qui sont trop rapides. On monte très vite, on descend très vite, on monte très vite, on descend très vite. Au bout de 4 heures, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et c'est le problème. Alors qu'avant, sur les télésièges, qui montaient doucement, on avait le temps de discuter, de se faire bronzer, et on avait le temps de fumer sa cigarette
ce qui n'était pas désagréable non plus. On peut pas, voilà. Moi, j'ai été fumeur quand j'étais très jeune. C'est pas désagréable de fumer, mais c'est comme dans tout. C'est pas la cigarette qui tue, c'est l'excès de cigarette. C'est comme l'alcool. L'alcool ne tue pas, mais l'excès d'alcool tue. Donc, vous voyez, il faut qu'on fasse bien attention à pas trop restreindre ce qui représente quand même pour tout le monde un espace de liberté totale, la montagne. Moi, quand on me dit mais que font les policiers municipaux, pourquoi ils ne verbalisent pas les chiens, les voitures et tout, on essaye justement, si vous voulez, de ne pas exagérer dans ce sens, de façon à ce qu'ils continuent à penser que quand ils viennent chez nous, ils sont un peu en liberté. D'ailleurs, je pense que vous l'avez bien vérifié, les vacanciers, ils ne marchent pas sur les trottoirs. Ils marchent au milieu de la rue. Enfin, moi, dans mon village, c'est comme ça. Eh bien, on attend derrière, gentiment, qu'ils nous laissent passer. Ils sont en vacances, ils sont détendus, décontractés. Et voilà. Et ça, c'est comme les vélos l'été qui montent le col du Télégraphe ou du Galibier. Eh bien, il y a des fois, ils sont 2, 3, l'un à côté de l'autre. Eh bien, on patiente parce qu'ils cèdent, ils discutent, ils sont contents. Et en fait, quand on klaxonne et on passe, on ne gagne pas plus de temps. Mais véritablement, c'est vraiment dans l'effort individuel qu'il faut vraiment arriver à faire ça. Et vous avez parlé du développement durable, en fait. Alors, je vais vous redonner une anecdote de personne âgée. Je me suis marié en 1969. En 1969, mon père nous avait offert un réfrigérateur Kelvinator avec le bas froid et le haut surgelé. Il est dans mon chalet, dans le sous-sol. Ça fait presque 60 ans. Et quand j'en ai besoin, oui, parce qu'on en a déjà 2, donc quand on en a besoin, on met le 3e en route, eh bien, il marche. Donc, voyez le chemin qu'il y a à faire, et ça va bien dans ce que vous dites. Et effectivement, il ne faut pas qu'on fasse des panneaux lumineux pour qu'ils durent 3 ans, 4 ans, et puis dire, bon, C'était la mode, hein. C'était la mode. On jette tout, on recommence tout, et on voit où ça nous a amené. Hein. C'est une catastrophe sur laquelle maintenant on a du mal à revenir. Mais effectivement, c'est un peu la base de la réflexion, hein, de ce que l'on souhaite. Voilà. Moi, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question, mais véritablement, comment faire changer les populations, la mentalité des gens. Merci. On retiendra surtout aussi ce que vous disiez, le côté l'engagement individuel et collectif. Enfin, pour nous, c'est essentiel de dire qu'individuellement, on prenne conscience ce qu'on fait de bien ou de pas bien, mais inversement, qu'il y ait le collectif qui puisse également aller sur la même dynamique. Parce que c'est vrai qu'individuellement, on ne fera pas tout changer. Collectivement, on fera. Donc, il faut toujours une seule voix porter les mêmes messages. Et par contre, je reviendrai sur la partie quand même réduction à la source. Il y a des choses important aujourd'hui de voir de ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, de voir comment on peut améliorer pour éviter. Et aujourd'hui, une expérimentation pour moi d'une station comme Léger, c'est pionnier et je trouve ça pour le coup plutôt très bien dans le sens où il y a un côté aussi de montrer qu'il y a un effort, qu'on essaye de trouver des solutions, des alternatives. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de fumer à d'autres endroits, mais voilà, nous on aime le côté expérimental des choses parce qu'il n'y aura pas que l'innovation qui va pouvoir changer les choses en matière de déchets, en tout cas de déchets sauvages pour notre sujet très spécifique. On distribue des cendriers individuels. Oui. Mais des fois, ils tombent. Si on fume sur le télésiège. Yann, est-ce que vous voulez terminer un dernier petit mot sur je ne sais pas si vous aviez la baguette magique demain pour voir nos montagnes les plus propres. Ouais, alors, je ne sais pas si j'ai la baguette magique, mais on va dire un petit espoir. C'est moi, je trouve que la montagne aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de greenwashing autour de ça. Enfin, la sphère médiatique, elle est quand même pas tendre avec la montagne et on sait pourquoi, les enjeux derrière, etc. On n'est pas dupe, je pense, de l'avenir. On sait qu'il est en danger, qu'il faut se réinventer. Mais je trouve que la vision aujourd'hui des médias qui est donnée de la montagne, elle est quand même assez décalée avec la réalité et toutes les innovations, les initiatives qui sont déjà en place depuis des années. Ça, c'est un truc que j'ai en tête. Et
2030, c'est pas mal en relation avec les JO. Et si on pouvait réussir à atteindre cet objectif et pouvoir s'en servir un peu comme fer de lance médiatique lors des JO 2030, ce serait pour moi une bonne chose parce que ça participerait à revoir l'image un petit peu de la montagne qui, je trouve, aujourd'hui est un peu très critiquée et un peu injustement. C'est vrai que cette date fait sens, hein, corrèle plutôt bien. Même, on devait se douter peut-être il y a 3 ans que c'est la France qui aurait les JO. Jean, est-ce que tu veux conclure en nous donnant peut-être des prochaines actions DSF que vous avez prévues, Montagne Zéro Déchet ou autre? Là, comme ça, ça ne me vient pas en tête. Nous, il faut qu'on continue à amplifier au niveau du réseau pour toutes les stations se l'approprient. Le challenge qu'on a, c'est de faire avancer tout le monde au même rythme. Et c'est vrai qu'on a des toutes petites stations et des très grandes stations et il faut que voilà, qu'elles s'approprient tous au même rythme. Moi, juste un dernier mot, c'est que ce qui est bien, c'est qu'en fait, toutes ces actions, puisqu'on parlait là des jets, alors les jets, on retient qu'ils ont interdit de fumer, mais en fait, ils ont juste interdit de fumer à certains endroits au profit d'autres où le tri est organisé. Et, voilà. Et en fait, comment dire, et on parlait de changer les comportements, au final, tout ça amène in fine plus de liberté. Il suffit d'aller dans quelques pays du Nord plus scandinaves où on voit que le déchet est plus réduit à la source. En fait, ça passe par des bons comportements et au final, ces bons comportements font qu'on n'est pas obligé d'imposer des restrictions et qu'on a plus de liberté. Et donc, quelque part, en agissant comme ça sur nos déchets, etc., on va redonner aussi de la liberté à la montagne et c'est ce qu'on a tous envie. C'est une montagne de liberté où on puisse jouir des paysages, du plaisir de s'y déplacer en toute liberté. Et quelque part, toutes ces actions-là vont in fine vers ça. Donc tu parlais d'un vœu, moi c'est ce vœu-là que je fais. Super, merci beaucoup. Est-ce que par hasard, il y a une ou deux questions dans la salle nombreuse? C'est OK, tout paraissait clair. En tout cas, merci à vous d'être venus et d'avoir participé et joué le jeu avec nous. Sachez que donc, Mountain Riders, on est ultra dispo pour parler de la charte, pour vous accompagner au quotidien. Donc, un petit mail ou un petit coup de fil et on est là pour signer. Je pense aux OR avec qui on travaille déjà depuis 2 ans où chaque année, je relance en disant « Et cette année, est-ce que la charte, etc. » Donc, n'hésite pas à revenir avec toutes ces infos et remettre un... Ok, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas et passez une très bonne journée. Je voudrais remercier Montagne Rider parce que là, on a parlé uniquement des déchets. Je sais que vous allez faire une table ronde, 15h30 sur le flocon vert. Mais voilà, Montagne Rider, c'est tout un ensemble de choses pour améliorer la qualité visuelle écologique de la montagne. Et ils font un travail formidable là-dessus. Toutes les stations de montagne n'y adhèrent pas, mais nous, en tant qu'NMSM, on essaye quand même de faire profiter même les stations non adhérentes du bénéfice de temps en temps de la communication que vous faites, parce que c'est quand même très intéressant que tout le monde parle de cette même voix et sache qu'il se fait quelque chose. En fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas très nombreux, mais déjà... Autour de vous, dites bien qu'il se passe des choses à la montagne. Et j'insiste là, parce que c'est ce que vous disiez, en définitive. Il se passe des choses et il y a des gens qui, franchement, réfléchissent à cet avenir. Et ce n'est pas uniquement du greenwashing, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui travaillent dessus. Merci beaucoup.